Le son de cette gifle explose encore dans ma tête, comme une détonation de fusil dans une pièce close. Ce n'était pas seulement le choc de la main contre la joue de ma fille qui a figé toute la tablée. C'était le silence qui a suivi, un silence épais, lourd, presque criminel. Nous étions réunis pour un dîner familial en apparence tranquille dans notre vieille maison de campagne en Normandie, quand mon gendre, Stéphane, les yeux flamboyants de fureur, s'est levé de sa chaise et l'a frappé au visage à main ouverte. J'ai vu la tête de ma fille, la tête de Chloé, basculer sous la force de l'impact. Et puis, l'impensable s'est produit. La mère de cet homme, Valérie, assise à côté de lui, a applaudi. Elle a applaudi comme si elle célébrait un acte de justice. À cet instant, j'ai su que quelque chose d'irrévocable allait commencer. Chloé n'a pas pleuré immédiatement. Elle est restée immobile, la main couvrant sa joue brûlante, les yeux grands ouverts comme si son âme avait été suspendue dans les airs. Je me suis levé lentement, sans crier, sans faire bouger une chaise, sans frapper la table. Mon cœur galopait dans ma poitrine, mais ma voix n'a pas tremblé. J'ai regardé toutes les personnes présentes, celles qui baissaient la tête, celles qui faisaient semblant de ne pas voir, l'agresseur qui respirait encore de rage, et la femme qui venait d'applaudir la violence comme si c'était un spectacle. Sans dire un mot, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. La main de Stéphane était encore en l'air quand sa mère, Valérie, a parlé avec un sourire tordu. C'est ce qu'elle mérite pour avoir répondu. Personne n'a réagi. Personne. Pas les autres invités, pas même ceux qui savaient depuis des années ce qui se passait derrière les portes closes. L'air sentait le bœuf bourguignon fraîchement servi et la peur mal dissimulée. Chloé était toujours debout, tremblante en silence. J'ai terminé l'appel. J'ai rangé calmement le téléphone et je n'ai dit qu'une seule phrase. Personne ne quitte cette maison. Ils m'ont regardé avec mépris. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Mais avant de continuer, j'aimerais savoir si vous vous abonnez aux histoires de vengeance de William et si vous aimez la vidéo. Cela m'aide à voir que vous me soutenez et que vous appréciez mes histoires. Maintenant, continuons. Stéphane a ri avec arrogance. « Qu'est-ce que tu vas faire, le vieux ?» a-t-il ricané. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis approché lentement de ma fille. J'ai posé une main sur son épaule. J'ai senti son corps rigide, raide comme une statue brisée à l'intérieur. Je l'ai regardé dans les yeux. Dans son regard, j'ai vu des années de silence, de cris étouffés, de nuits enfermées dans la salle de bain, pleurant sans que personne ne vienne. J'ai aussi vu la peur d'une femme qui ne sait plus comment demander de l'aide parce qu'à force de demander tant de fois sans réponse, la voix finit par s'éteindre. Puis quelque chose s'est produit qu'aucun d'eux n'attendait. La poignée de la porte d'entrée a commencé à tourner lentement. Le son métallique a résonné dans la salle à manger comme un avertissement. La mère de Stéphane a cessé de sourire. Stéphane a fait un pas en arrière. Je n'ai pas bougé. La porte s'est ouverte brusquement et deux hommes sont entrés d'un pas ferme, suivis d'une femme en tailleur sombre. Ils n'ont pas haussé la voix. Ils n'ont bousculé personne. Ils ont simplement montré leurs insignes. Le mot « autorité » est tombé sur la table comme un marteau. Nous avons reçu un appel pour violence conjugale en temps réel, a dit l'un d'eux d'un ton sec. Le visage de Stéphane s'est transformé. Il a essayé de nier ce qui s'était passé, mais Chloé, pour la première fois depuis des années, a parlé avant qu'il ne le puisse. Oui, a-t-elle dit d'une voix brisée. Il vient de me frapper. J'ai senti l'air revenir dans mes poumons après des décennies. La mère de Stéphane, Valérie, s'est levée, indignée, criant que tout cela n'était qu'un malentendu, que son fils avait seulement voulu la corriger. Ce mot, corriger, m'a transpercé comme un couteau. L'un des policiers lui a demandé de se calmer. Elle s'est avancée vers ma fille et a de nouveau levé la main sans vergogne. Elle n'a pas réussi à la toucher. Le policier l'a arrêtée net. « Madame, reculez immédiatement », a-t-il ordonné. La scène s'est définitivement brisée. Ma fille s'est mise à pleurer. Un cri profond, long, retenu depuis trop longtemps. La femme en tailleur s'est approchée d'elle, l'a couverte d'un châle et lui a parlé avec une douceur que je n'avais pas su lui offrir auparavant. Pas par manque d'amour, mais par ignorance, par incrédulité, par peur de confirmer ce qui était toujours sous mes yeux. Moi, à 68 ans, je venais de comprendre que le silence peut aussi être une forme de violence.
Les policiers ont éloigné Stéphane de la table. Ils criaient, insultaient, juraient que tout cela était un complot. Personne ne l'a cru. La gifle était encore dessinée sur le visage de Chloé, une marque rouge, visible. La preuve ne pouvait pas être effacée. Sa mère pleurait maintenant, mais pas pour ma fille. Elle pleurait pour son fils et pour le contrôle qu'elle venait de perdre. Toute la maison tremblait de tension. L'un des policiers m'a regardé. « C'est vous qui avez passé l'appel, monsieur ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Oui, et ce n'était pas la première fois que j'aurais dû le faire, ai-je répondu. Ma voix est sortie basse, fatiguée, mais ferme. Il m'a demandé de faire une déposition plus tard. J'ai accepté. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors qu'ils emmenaient Stéphane à l'écart pour l'interroger, Chloé est tombée à genoux devant moi. « Pardonne-moi, papa » a-t-elle pleuré. « Pardonne-moi de ne rien t'avoir dit. » Je me suis penché avec difficulté et je l'ai serré dans mes bras avec la force qu'il me restait. Il n'y avait pas de reproche dans ma poitrine, juste une vieille culpabilité d'avoir mis si longtemps à voir clair. Valérie, voyant qu'elle n'avait plus le contrôle de la situation, a commencé à crier que j'étais un fouineur, que j'avais détruit sa famille. Je me suis approché d'elle calmement. « Non, madame » ai-je dit en la regardant dans les yeux. « Votre famille s'est détruite elle-même quand vous avez applaudi un coup. » Elle n'a pas répondu. Son regard s'est perdu dans le vide. Cette nuit-là, pendant que les policiers prenaient les dépositions, j'ai su qu'aucun repas n'aurait plus jamais le même goût. La table était toujours mise, les plats encore chauds, mais nous n'étions plus les mêmes personnes. Une vérité était exposée sur le bois, une vérité qui avait été trop longtemps cachée sous des nappes d'apparence. Quand ils ont finalement escorté Stéphane, Chloé s'est accrochée à mon bras comme elle le faisait quand elle était enfant. J'ai senti le tremblement de son corps parcourir entièrement le mien. Dehors, les gyrophares de la voiture de police teintaient la rue de rouge et de bleu, et j'ai compris avec une clarté douloureuse que ce simple appel que j'avais passé avait changé le cours de nombreuses vies. Mais je savais aussi autre chose. Ce qui allait arriver serait encore plus déchirant, plus révélateur et plus dangereux que ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait imaginer. Parce que cet appel n'avait pas été une impulsion. C'était le premier mouvement d'une vérité qui attendait depuis des années de voir le jour, et ce n'était que le début. Le claquement de la portière de la voiture de police, alors qu'ils emmenaient Stéphane, a résonné dans la maison comme un son final. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. La salle à manger, qui quelques minutes auparavant avait été une scène de violence et de peur, était suspendue dans un silence épais, interrompu seulement par les sanglots brisés de Chloé. Les policiers étaient toujours à l'intérieur, prenant des notes, observant chaque geste, chaque objet, chaque recoin, comme si la maison elle-même était maintenant une preuve muette. L'un d'eux s'est approché de moi et m'a demandé de relater en détail ce qui s'était passé. J'ai parlé simplement, sans drame. J'ai dit quand la dispute a commencé, comment Stéphane s'est levé, comment il a levé la main et l'a abattu sur le visage de Chloé. J'ai aussi expliqué l'applaudissement de sa mère, ce geste qui me brûlait encore à l'intérieur plus que la gifle elle-même. Le policier prenait des notes sans lever les yeux. Pendant ce temps, l'assistante sociale s'est assise à côté de Chloé. Elle parlait lentement, d'une voix douce qui semblait lui redonner un peu d'air dans les poumons. J'observais cette scène avec un mélange de soulagement et de douleur. Enfin, quelqu'un l'écoutait sans l'interrompre, sans la juger, sans minimiser. Valérie était toujours debout, faisant les 100 pas, marmonnant des jurons contre moi. « Ça ne se terminera pas ici », répétait-elle comme une menace vide. Personne ne lui prêtait attention. Elle avait perdu le contrôle de la scène, et c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais suggéré. Quand les premières dépositions ont été terminées, l'un des policiers a annoncé que Stéphane était formellement placé en garde à vue pour agression aggravée dans un contexte de violence domestique. Sa mère a hurlé, s'est élancée vers le couloir, essayant de le suivre, mais a été arrêtée avant de franchir le seuil. « Vous serez également convoqué pour une déposition », l'ont-ils informé. Ses cris se sont transformés en sanglots de rage. La maison a commencé à se vider peu à peu. Des voisins jetaient un œil depuis le trottoir, faisant semblant de ne pas regarder. Les commérages étaient déjà dehors, grossissant comme une boule de neige. Je savais que le voisinage ne tarderait pas à construire sa version des faits. Mais à ce moment-là, cela m'importait peu. Tout mon monde était concentré sur le tremblement du corps de ma fille dans mes bras. Quand les policiers sont enfin partis,
nous étions seuls dans la salle à manger, plat froid, verre de vin à moitié vide. La chaise vide de Stéphane, comme un trou, que personne n'osait regarder directement. Chloé a lentement levé la tête. « Papa » a-t-elle murmuré. Je pensais que personne ne viendrait jamais. Cette phrase m'a transpercé plus que n'importe quel cri. Ils sont venus cette fois, ai-je répondu. Et je ne te laisserai plus jamais seul. Elle a baissé les yeux. Ses larmes tombaient silencieusement sur la nappe tachée de vin. Je l'ai conduite jusqu'au canapé et je l'ai couverte d'une couverture. Elle grelottait, pas seulement à cause du coup, mais à cause de l'effondrement interne qui s'était déclenché. Ces années de résistance silencieuse commençaient à s'écrouler d'un seul coup. « J'ai peur » a-t-elle dit d'une voix brisée. « Tellement peur. » Moi aussi, ai-je répondu honnêtement. Mais la peur ne commande plus. Elle s'est allongée, épuisée. Elle a fermé les yeux un instant, comme si son corps ne pouvait plus supporter de tension. Je suis resté à ses côtés, ne sachant pas exactement quoi dire. Parfois, rester est la seule façon de parler. Des heures plus tard, bien après minuit, le téléphone de Chloé a vibré. C'était un message de sa belle-mère. J'ai réussi à lire par-dessus son épaule. Des mots chargés de poison, des menaces, des accusations. Chloé a éteint le téléphone avec des mains tremblantes et l'a laissé sur la table comme s'il brûlait. C'était toujours comme ça, a-t-elle murmuré. Elle m'a toujours dit que je regretterais le jour où je parlerais. J'ai senti un nœud dans ma poitrine. C'est pour ça que tu ne parlais pas, ai-je déduit. Elle a hoché la tête en silence. Elle me disait que personne ne me croirait, a-t-elle chuchoté. Que c'était de ma faute, que je le provoquais, que les coups étaient des corrections. La rage m'est montée à la gorge comme un feu. Personne n'a le droit de corriger avec des coups, ai-je répondu. Personne. Je l'ai serré dans mes bras avec précaution, comme on serre quelqu'un qui a été brisé à l'intérieur pendant longtemps. Sa respiration s'est progressivement calmée. Passé 1 heure du matin, on a sonné à la porte. Je pensais que c'était encore les policiers, mais quand j'ai ouvert, j'ai vu un homme que je n'attendais pas. C'était Lucas, le frère de Stéphane, un jeune homme mince au regard baissé. Je suis venu chercher quelques affaires pour mon frère, a-t-il dit sans élever la voix. Il a demandé à entrer. Ce n'est pas le moment, ai-je répondu fermement. Juste des vêtements, a-t-il insisté. Il va passer la nuit en garde à vue. J'ai senti un frisson en entendant le mot « garde à vue ». C'était réel. Il n'y avait pas de retour en arrière. Demain, ai-je dit. Personne d'autre n'entre dans cette maison ce soir. Le jeune homme a hoché la tête et est parti sans discuter. J'ai double tourné la serrure. Chloé m'a regardé. Toute sa famille l'a toujours protégé, a-t-elle dit. Même quand il savait. Ça aussi, ça va finir, ai-je répondu. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Dehors, la rue retournait lentement à son calme habituel. À l'intérieur, le temps semblait suspendu. À l'aube, Chloé n'avait pas dormi. Moi non plus. Nous avons préparé du café en silence. Elle tenait la tasse à 2 mains comme si elle avait besoin de sentir quelque chose de solide. « Papa » a-t-elle dit soudain. « Ça n'a pas commencé aujourd'hui. » Je l'ai regardé attentivement. « Ça a commencé la première fois qu'il m'a poussé » a-t-elle continué. « Il y a des années. Je pensais que je pouvais le changer. Puis j'ai pensé que je pouvais endurer. Puis j'ai pensé que je méritais ce qui m'arrivait. » Chaque mot était une blessure ouverte. « Et sa mère » ai-je demandé. « Elle a toujours justifié » a-t-elle répondu. Elle disait que j'étais difficile, que je devais être reconnaissante que quelqu'un me supporte. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Tu n'étais pas seul, lui ai-je dit. J'étais aveugle. Mais plus maintenant. Elle a hoché la tête tristement. Hier, quand tu les as appelés, a-t-elle dit, j'ai su que je ne pourrais plus revenir en arrière. Tu ne reviendras jamais en arrière, l'ai-je assuré. Et si tu essaies, je te ramènerai moi-même. Une larme a coulé sur sa joue. Merci, papa. Le soleil a commencé à poindre à travers la fenêtre, colorant la cuisine d'une lumière pâle. Un nouveau matin se levait sur les décombres de la vie que Chloé avait menée pendant des années, et j'ai compris, en la regardant souffler sur la vapeur du café,
que cet appel n'avait pas seulement arrêté un coup, il avait ouvert une porte qui mènerait à une vérité encore plus sombre, à des secrets qui n'avaient pas encore fait surface, car l'enfer de ma fille ne commençait ni ne finissait avec la main de son mari. Nous ne voyons que le début. Le lendemain matin, alors que le voisinage se réveillait encore avec l'indifférence normale de n'importe quel lundi, Chloé et moi étions toujours assis dans la cuisine avec du café froid dans les mains. La nuit précédente avait ouvert une porte qui ne pouvait plus être fermée, et nous le savions tous les deux. Elle fixait le bord de la tasse sans ciller, comme si toute son histoire y était écrite. J'ai attendu sans la presser. J'ai appris trop tard que forcer les mots est aussi une forme de violence. Papa, a-t-elle finalement dit. Tout a commencé peu après notre mariage. Sa voix était un fil tendu à peine soutenu par le souffle. La première fois, ce n'était pas une gifle, a-t-elle continué. C'était une poussée. Nous nous disputions à propos d'argent. Il m'a poussé contre le mur. Après, il a pleuré, s'est excusé, a juré que ça n'arriverait plus jamais. J'ai serré les dents sans l'interrompre. Je l'ai cru, a-t-elle murmuré. Je l'ai toujours cru. Elle m'a raconté comment, au début, les coups étaient isolés, presque accidentels. Une tape, une poussée, un objet jeté contre le mur. Puis sont venus les mots humiliants, prononcés à voix basse pour ne pas laisser de témoin. Tu es une incapable. Personne d'autre ne voudrait de toi. Si tu pars d'ici, tu mourras de faim. Elle me regardait en parlant, cherchant sur mon visage la réaction qu'elle n'avait jamais cherchée auparavant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ai-je finalement demandé, la gorge nouée. Elle a baissé les yeux. Au début, par honte, a-t-elle répondu. Puis par peur, et finalement parce que je ne savais plus si j'étais encore une victime ou si j'étais vraiment la coupable. J'ai eu le souffle coupé. Sa mère a toujours été au courant, a-t-elle ajouté. Je pensais qu'elle l'arrêterait, mais non. Elle disait toujours que je le rendais fou, que je devais apprendre à obéir, qu'un homme est respecté quand il est craint. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai compris alors pourquoi cet applaudissement au dîner n'avait pas été une impulsion. C'était la confirmation de tout un système construit sur le coup. Quand tu avais des bleus, ai-je murmuré. Il disait que j'étais tombé, a-t-elle répondu. Et tu m'as toujours cru. Cette phrase m'a frappé plus fort que n'importe quelle gifle. Je me suis souvenu de dizaines de dîners où je l'avais vu arriver avec des manches longues en plein été. Je me suis souvenu d'excuses maladroites, de sourires tendus, de visites annulées à la dernière minute. J'avais choisi de croire parce que l'alternative était trop douloureuse. Une nuit, a-t-elle dit soudain, j'ai cru qu'il allait me tuer. Je l'ai regardé avec horreur. Il avait beaucoup bu. Il m'a jeté par terre et m'a donné des coups de pied. Je me suis traîné jusqu'à la salle de bain et je me suis enfermé. Et quand sa mère a-t-elle commencé à l'applaudir? Ai-je demandé. Toujours, a-t-elle répondu. Je ne voulais juste pas le voir. Elle l'a toujours admiré pour sa capacité à me dominer. Je me suis levé de la chaise avec difficulté et j'ai commencé à arpenter la cuisine comme un animal en cage. Je pensais avoir élevé une femme forte, ai-je dit amèrement. Je le suis, a-t-elle répondu fermement. Survivre à tout ça, c'est aussi de la force. Mais j'en ai eu marre de survivre en silence. Cette phrase m'a redonné un peu d'air. Nous sommes allés nous promener dans le village. Chloé portait des lunettes de soleil pour cacher la rougeur de sa joue, souvenir de la gifle de la veille. Les gens nous saluaient poliment, ne connaissant pas encore toute l'histoire. Elle marchait à côté de moi d'un pas incertain, comme quelqu'un qui revient tout juste dans un monde ouvert. Quand je t'ai vu passer l'appel, a-t-elle dit soudain, j'ai cru que je rêvais. Je pensais que ce n'était pas réel. Moi-même, j'ai douté de ce que je voyais pendant des années, lui ai-je avoué. Mais hier soir, je ne pouvais plus douter. Nous sommes arrivés sur une petite place du village. Nous nous sommes assis sur un banc. Le pire dans tout ça, a-t-elle chuchoté, c'est que même après les coups et les humiliations, je continuais d'espérer qu'il changerait. Je l'aimais encore. Ça ne te rend pas faible, ai-je répondu. Ça te rend humaine. Elle m'a regardé, les yeux pleins de larmes, mais sans s'effondrer cette fois. Maman est morte en croyant que j'étais heureuse, a-t-elle dit. Je lui ai menti. Tu t'es menti à toi-même d'abord, ai-je dit doucement. Nous le faisons tous parfois, par peur de briser le peu que nous pensons avoir.
Nous sommes rentrés à midi. La table de la veille était encore partiellement en désordre. Les restes du dîner flottaient encore dans l'air. Chloé a regardé les assiettes avec un geste de répulsion. Il m'a frappé juste ici, a-t-elle dit en montrant une chaise. J'ai posé la main sur le dossier. C'est fini ici, ai-je répondu. Ce jour-là, une assistante sociale nous a de nouveau rendu visite. Elle a parlé longuement avec Chloé. Elle lui a expliqué ses droits, les démarches à suivre, les mesures de protection. J'écoutais de l'autre côté de la porte. Pour la première fois, tout sonnait comme un avenir et pas seulement comme un passé. Dans l'après-midi, on a sonné à la porte. C'était une voisine avec un sac de vêtements propres. Au cas où vous en auriez besoin, a-t-elle dit d'un murmure gêné. Chloé l'a remercié d'un faible sourire. Le voisinage commençait à savoir, et avec la rumeur, les regards commençaient aussi à changer. Ce soir-là, lorsque nous nous sommes assis pour manger en silence, j'ai compris que je n'étais pas seulement en train de connaître l'histoire de ma fille, je connaissais aussi ma propre cécité. Chaque mot qu'elle prononçait réorganisait mes souvenirs avec une clarté brute qu'il était impossible d'adoucir. Avant d'aller dormir, je me suis approché de sa chambre. « Tu n'es plus seul ?» lui ai-je dit depuis le seuil. Elle m'a regardé depuis le lit. Je n'aurais jamais dû l'être. J'ai hoché la tête. Mais maintenant, tu ne le es plus. J'ai éteint la lumière du couloir et je suis retourné dans ma chambre avec le poids de son histoire marchant sur mes os. J'ai compris avec douleur que les coups n'avaient pas seulement marqué sa peau, ils avaient lentement effacé la certitude qu'elle méritait une vie différente. Et j'ai juré en silence que tant qu'il me resterait un souffle, personne n'essaierait plus jamais de la convaincre du contraire. Le jour suivant ce douloureux réveil, ma fille et moi avons été convoqués au commissariat de police pour poursuivre nos dépositions. Nous marchions lentement sur le trottoir. Elle portait une écharpe légère pour couvrir la marque rougeâtre qui persistait encore sur sa joue. Je marchais à ses côtés, attentif, comme si chaque ombre pouvait se transformer en menace. Ce n'était pas une peur irrationnelle. C'était le souvenir récent d'une violence trop réelle. En arrivant, nous avons vu une scène qui m'a retourné l'estomac. La mère de Stéphane, Valérie, était à l'entrée, parlant à deux policiers. Ses gestes étaient exagérés, théâtraux, comme si elle essayait de les convaincre avec du drame plutôt qu'avec des arguments. Quand elle nous a vus approcher, elle a plissé les yeux avec une haine silencieuse. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» a-t-elle craché avec mépris. « C'est vous qui détruisez une famille. » Je me suis arrêté juste devant elle. « Une famille est détruite quand quelqu'un applaudit un coup », ai-je répondu sans élever la voix. Son visage s'est tordu de rage. « Mon fils essayait juste de maintenir l'ordre », a-t-elle dit. Cette femme, a-t-elle pointé ma fille sans vergogne, le provoque depuis des années, lui crie dessus, lui manque de respect. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Se laisser marcher dessus? Chloé a baissé les yeux. J'ai senti l'envie de me mettre entre elles. Vous n'avez pas la permission de lui parler comme ça, l'ai-je prévenu. Ce n'est pas une victime, a hurlé la femme. Elle joue toujours la martyre. Toujours à manipuler tout le monde. Et maintenant, elle te manipule toi, pauvre vieux fou. Un policier s'est immédiatement approché. Madame, vous devez baisser la voix, lui a-t-il ordonné. Mais elle a continué, savez-vous qui est mon fils? Un homme travailleur, un homme qui la soutenait, qui lui donnait un toit, qui endurait ses crises. C'est elle qui devrait être en garde à vue. Le policier a regardé ma fille. Voulez-vous porter plainte pour menace? A-t-il demandé. Elle m'a regardé, cherchant sur mon visage un guide qu'elle n'avait pas demandé depuis des années. Oui, ai-je répondu pour elle. Oui, elle veut. La mère de l'agresseur a ouvert la bouche, mais le policier l'a arrêtée d'une main levée. Venez avec nous, a-t-il ordonné. Alors qu'il l'emmenait à l'intérieur, elle a continué à hurler. Des cris chargés de ce poison qui ne commence pas avec la violence physique, mais bien avant, dans la mentalité, une mentalité qui avait élevé, façonné et protégé un agresseur pendant des années. À l'intérieur du commissariat, Chloé a témoigné pendant plus d'1 heure. Je la regardais depuis la pièce voisine. Chaque mot semblait lui arracher un morceau de peau, mais aussi un morceau du poids qu'elle portait. L'assistante sociale l'encourageait à continuer. Quand elle a mentionné le mot « humiliation », pour la première fois, j'ai baissé les yeux. Quand elle a dit « honte »,
j'ai senti quelque chose se briser en moi. Et quand elle a parlé de la peur de la mort, je me suis appuyé contre le mur pour ne pas tomber. Quand elle a fini, l'un des membres du personnel l'a prise dans ses bras. Je ne l'avais pas vue recevoir une étreinte sincère depuis longtemps. En sortant, Valérie attendait, les yeux gonflés, mais pas de douleur. C'était de la haine pure. « J'espère que vous êtes fière », a-t-elle craché dès qu'elle nous a vus. « Mon fils va passer la nuit en prison à cause de vous. »« Il est en prison à cause de ses choix », ai-je répondu fermement. « Pas à cause des nôtres. » Elle a fait un pas vers moi. « Misérable vieillard », a-t-elle dit entre ses dents. « Tu as toujours été un obstacle. Tu t'es mêlé de ceux qui ne te regardaient pas. Le coup que votre fils a donné à ma fille m'a regardé, ai-je répondu. Ses pleurs m'ont regardé, sa peur m'a regardé. Et vos applaudissements m'ont regardé aussi. Pendant une seconde, j'ai pu voir comment le visage de cette femme s'est rempli d'une fureur folle. C'était la fureur de quelqu'un qui se s'est découvert, qui n'a plus de pouvoir. Un policier l'a interrompu. « Madame, si vous continuez à harceler la victime et son parent, nous devrons vous escorter dehors. » Elle s'est reculée d'un coup sec. « Ça ne se terminera pas ici, » a-t-elle murmuré. « Vous ne connaissez pas ma famille. » Malheureusement, maintenant si, ai-je répondu. Nous avons quitté le commissariat et avons respiré l'air frais. Chloé a poussé un long soupir. « Papa, je ne savais pas qu'elle me détestait autant, » a-t-elle dit. « Elle ne te déteste pas, » ai-je répondu. Elle déteste quiconque ne permet pas à son fils de garder le contrôle. Nous avons fait quelques pas en silence. Elle a toujours tout justifié, a continué ma fille. Elle disait que j'étais dramatique, que j'exagérais, que s'il me criait dessus, c'était de ma faute, que s'il me poussait, je l'avais mérité. C'est aussi de la violence, ai-je dit. Nier ce qui se passe. Couvrir, minimiser. Elle a hoché la tête d'un petit geste. Une fois, a-t-elle chuchoté. Quand il m'a laissé des marques sur les bras, je les lui ai montrées. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Quoi? Les femmes fortes ne font pas d'histoire pour des broutilles. J'ai senti un frisson me parcourir. Tu n'entendras plus jamais ça, lui ai-je dit. Alors que nous nous dirigions vers la maison, Chloé s'est arrêtée soudainement. Papa, a-t-elle dit avec un tremblement dans la voix, et si elle essaie de se venger? Je l'ai regardée avec tendresse et fermeté. N'aie pas peur, ai-je répondu. Cette fois, tu n'es pas seul. Et en plus, j'ai fait une pause, elle pense tout savoir, mais elle n'a aucune idée de ce que je suis vraiment en train de faire. Chloé a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a des années, ai-je répondu sans entrer dans les détails. Te protéger. En arrivant à la maison, nous avons trouvé une enveloppe froissée sur le porche. À l'intérieur, une note écrite avec des lettres hâtives. Si tu continues à parler, tu vas le regretter. Chloé a couvert sa bouche avec ses mains. J'ai serré le papier jusqu'à ce qu'il soit complètement chiffonné. Elle? A-t-elle demandé d'une voix tremblante. Oui, ai-je répondu. Son style est trop évident. J'ai rangé l'enveloppe, non par peur, mais pour les preuves, car chaque morceau de ce mensonge dégoûtant me servirait plus tard. Nous avons passé l'après-midi en silence. Chloé dormait d'épuisement. J'ai vérifié des papiers, de vieux messages, des enregistrements, attendant l'appel que j'étais sûr de recevoir. Et je ne me suis pas trompé. À 18h précises, le téléphone a sonné. C'était un contact que je n'avais pas appelé depuis des années. Une voix ferme et professionnelle à l'autre bout. Monsieur Jean-Pierre, a-t-il dit, j'ai reçu votre message. J'ai déjà tout examiné. Votre intuition était correcte. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. J'ai fermé les yeux. Dites-moi ce que vous avez trouvé. La voix a répondu, pas seulement votre gendre. Sa mère aussi. Tous deux sont impliqués dans quelque chose de plus que de la violence domestique. Mon sang s'est glacé. Je suis prêt, ai-je dit. La voix a pris une profonde inspiration. Alors préparez-vous. Ce qui vient maintenant va mettre à nu toute la vérité. J'ai raccroché. J'ai regardé la maison en silence. Chloé dormait. La nuit tombait et le pire restait à révéler. Je n'ai pas dormi cette nuit-là.
Je me suis assis dans la salle à manger avec une faible lampe allumée et une montagne de papier en désordre devant moi. De vieux reçus, des messages imprimés, des captures d'écran, des dossiers médicaux que j'avais moi-même aidé à payer sans poser de questions. Tout ce qui, pendant des années, n'avait été que des inquiétudes diffuses formait maintenant une carte parfaite de l'enfer que ma fille avait vécu en silence. Ce n'était pas seulement une histoire de coups. C'était tout un complot de contrôle. Menaces, argent sale, silence acheté. Je me suis souvenu amèrement du nombre de fois où Stéphane m'avait demandé des prêts urgents pour couvrir des dettes que je n'avais jamais bien comprises. Je me suis aussi souvenu du nombre de fois où Chloé avait annulé des visites à la dernière minute, disant qu'elle était malade. Maintenant, tout s'emboîtait. Chaque absence, chaque excuse, chaque manche longue en était. J'avais payé sans le savoir pour la scène de sa propre torture. À 3 heures du matin, le téléphone a de nouveau sonné. C'était le contact qui m'avait appelé des heures auparavant. La voix semblait encore plus basse. Jean-Pierre, ce que nous avons trouvé est sensible. Votre gendre n'est pas seulement violent, il est impliqué dans des mouvements d'argent illégaux, et sa mère apparaît dans plusieurs de ses registres. J'ai senti l'air me manquer. De quel genre de mouvement parlons-nous ? Ai-je demandé. Blanchiment d'argent, recouvrement par extorsion, service de protection et votre fille était utilisée comme prête-nom. J'ai serré les poings sur la table. Elle savait, elle se doutait, mais elle n'avait pas de preuves, et chaque fois qu'elle demandait, il la frappait. J'ai raccroché, le cœur battant. La violence domestique, qui était déjà un monstre insupportable, se mêlait maintenant à quelque chose d'encore plus sombre. Ma fille avait été victime, non seulement d'un homme, mais de toute une machine, soutenue par sa propre belle-mère. À l'aube, je suis allé dans la chambre où dormait Chloé. Je suis entré lentement. Elle respirait profondément, épuisée. Pour la première fois depuis des années, elle dormait sans craindre que quelqu'un entre pour la frapper. Je suis resté à la regarder pendant un long moment, et j'ai su alors que mon appel de la veille n'avait pas été impulsif. C'était la porte d'une vérité bien plus grande que je ne l'imaginais moi-même. Nous avons pris le petit déjeuner en silence. Je la regardais comme on regarde une personne qui revient de la guerre. Elle n'était plus la femme brisée d'il y a quelques semaines. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, quelque chose d'encore fragile mais de vivant. « Papa » a-t-elle dit soudainement. La nuit dernière, j'ai rêvé que je criais et que quelqu'un m'écoutait. J'ai senti un nœud dans ma gorge. « On t'écoute maintenant » ai-je répondu. Elle a hoché la tête lentement. Au moment où j'allais lui dire tout ce que j'avais découvert, j'ai décidé de m'arrêter. Ce n'était pas encore le bon moment. Elle devait d'abord se renforcer. Ce qu'elle s'apprêtait à savoir pourrait la briser complètement ou la pétrifier, et j'avais besoin qu'elle soit debout. Nous sommes allés nous promener. Le voisinage chuchotait déjà. Les regards étaient curieux, chargés de questions, mais personne n'osait s'approcher. La peur change de camp très vite quand la vérité commence à sortir. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires ici ce que vous pensez de cette histoire jusqu'à présent et ce que vous feriez à sa place. Ne quittez pas la vidéo car ce qui suit va vous donner la chair de poule. En rentrant à la maison, nous avons trouvé une autre enveloppe sous la porte. Ce n'était pas une menace cette fois. C'était une convocation judiciaire. La mère de Stéphane serait également convoquée à témoigner pour recel. J'ai souri avec un calme étrange. L'applaudissement qu'elle avait donné pendant la gifle était sur le point de devenir sa propre sentence. Le même après-midi, l'assistante sociale nous a informé que Chloé était placée sous protection judiciaire. Une ordonnance de restriction interdisait toute approche de Stéphane ou de sa mère. Cette feuille avec des sceaux et des signatures était pour la première fois une véritable défense. « Il ne peut plus te toucher » ai-je dit en lui tendant une copie. Elle l'a tenue comme quelqu'un qui tient une bouée de sauvetage. « Merci, papa. »« Ce n'est que le début » ai-je répondu. « Mais tu ne marches plus seul. » Des heures plus tard, mon contact m'a de nouveau appelé. « Nous avons autre chose » a-t-il dit. « Des enregistrements. »« Quel genre ?» Lui parlant. Admettant des choses. Coups, menaces, et affaires louches. J'ai senti un frisson. Comment les avez-vous eus ? Votre fille les a enregistrés pendant des mois. Elle les a cachés pour qu'ils ne les trouvent pas. Elle prévoyait de les utiliser pour s'échapper, mais elle n'a jamais eu le courage.
J'ai fermé les yeux très fort. Apportez-les, ai-je dit. Elle ne va plus s'échapper. Elle va parler. Cette nuit-là, quand j'ai vu ces enregistrements, j'ai compris à quel point ma fille avait été prisonnière à l'intérieur de sa propre maison. Sa voix tremblante pendant qu'il l'insultait. Les bruits de coups. Le rire de sa mère justifiant l'agression. Tu le mérites, pouvait-on l'entendre dire. C'est comme ça que les femmes apprennent. J'ai eu la nausée. J'ai eu envie de tout casser. Mais j'ai aussi ressenti quelque chose de nouveau, une clarté dangereuse. Ces gens ne devaient pas seulement être arrêtés. Ils devaient perdre tout le pouvoir qu'ils avaient construit. Sur la peur. Le lendemain matin, j'ai accompagné Chloé au bureau du procureur. Nous avons remis les enregistrements, les documents, chaque preuve. Le procureur a écouté avec un froncement de sourcils. Quand il a fini d'examiner le tout, il a levé les yeux. Ce n'est pas seulement de la violence domestique, a-t-il dit. C'est un réseau criminel avec de multiples délits. Chloé a serré mes mains. Et maintenant ? A-t-elle demandé. Maintenant, a répondu le procureur, l'histoire va changer de cap. En sortant, Chloé a pleuré pour la première fois de soulagement. Pas de peur, pas de honte. De soulagement. Je l'ai serrée dans mes bras maladroitement, le dos fatigué, mes lames relevées. Papa, a-t-elle murmuré. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un les affronterait vraiment. Je ne pensais pas non plus que ce devrait être moi, ai-je répondu. Mais parfois, la vie attend que nous soyons vieux pour que nous cessions d'avoir peur. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait paisiblement, je suis resté à regarder par la fenêtre. Je savais que le pire était encore à venir, que lorsque Stéphane et sa mère se rendraient compte que leur château d'abus s'effondrait, ils tenteraient quelque chose de désespéré. Mais je savais aussi que j'avais maintenant quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu, la vérité complète. Et avec la vérité entre mes mains, la vengeance ne serait plus une question de coup. Ce serait une question de justice. Le jour de sa déposition formelle s'est levé avec un ciel gris et une bruine fine qui ne semblait pas vouloir mouiller les choses. Elle se sentait seulement triste. Chloé s'est habillée en silence. Elle a choisi un chemisier à col montant et une veste que je ne me souvenais pas avoir vue auparavant. Ses mains tremblaient à peine en boutonnant. Je la regardais depuis le seuil sans rien dire. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas avec des mots préliminaires, mais avec la force accumulée en chemin. Le taxi nous a emmenés au bureau du procureur sans échanger une seule phrase. Le bruit des essuie-glaces marquait le rythme de nos pensées. En sortant, elle a pris une profonde inspiration comme si elle inhalait du courage de l'air humide. Je lui ai offert mon bras et elle l'a accepté. Nous avons marché ensemble. Dans la salle d'attente, le temps est devenu épais. Une vieille horloge marquait les minutes d'un tic-tac fort, presque moqueur. Il y avait d'autres personnes qui attendaient, chacune portant sa propre histoire invisible. Personne ne parlait. Personne ne regardait personne. Chloé tripotait nerveusement la bague à son doigt. « Si tu ne veux pas entrer, ai-je commencé à dire. »« Si, je veux, a-t-elle interrompu fermement. »« Je dois le faire. » J'ai hoché la tête. Je n'ai plus posé de questions. Quand on l'a appelée, elle s'est levée avec des jambes raides. Je lui ai serré doucement la main. Je l'ai regardée marcher dans le couloir jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière une porte en bois sombre. Je suis resté seul avec mes pensées et cette vieille peur tenace qui ne m'avait pas encore complètement quitté. Les minutes se sont transformées en heures. J'imaginais sa voix trembler, ses souvenirs se bousculer, son corps revivre des scènes qu'elle avait essayé d'effacer. Et puis j'ai compris quelque chose de terrible. Pendant que je vieillissais paisiblement, croyant que tout allait bien, ma fille avait vieilli à coups de poing. Quand la porte s'est enfin ouverte, une femme en tailleur est sortie. Elle s'est approchée de moi. « Pouvez-vous entrer » a-t-elle dit. Je suis entré dans la pièce. Chloé était assise à une table avec un verre d'eau à la main. Ses yeux étaient rouges, mais sa posture était différente, plus ferme, plus droite. « Ça va » ai-je demandé à voix basse. « Je suis vide » a-t-elle répondu, mais je ne suis plus silencieuse. Je l'ai serrée dans mes bras avec précaution. Le procureur s'est levé. « Votre témoignage est essentiel » m'a-t-il dit. Elle a tout dit avec des détails précis. J'ai senti un nœud dans ma poitrine, et je ne savais pas si c'était du soulagement ou de la douleur.
Elle a aussi mentionné quelque chose que nous ne savions pas, a-t-il ajouté. La participation active de la mère de l'agresseur à plusieurs intimidations. Comment? Ai-je demandé. Chloé a baissé les yeux. Je ne te l'avais pas dit avant, papa, a-t-elle dit. Mais il y a eu des nuits où elle était présente quand il me frappait. Elle n'applaudissait pas seulement. Parfois, elle lui demandait de le faire. Elle disait que j'avais besoin d'apprendre, a-t-elle continué, qu'une femme se forme par la peur. La rage est montée du plus profond de moi comme un animal sauvage. C'est déjà consigné dans le procès-verbal, a déclaré le procureur. Et il y a des témoins indirects. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Avec cela, l'accusation est aggravée, a-t-il répondu. Et le mandat d'arrêt contre la mère sera demandé dans les prochaines heures. Chloé a serré fort le verre d'eau. Ses mains ne tremblaient plus, mais son regard était trouble. Elle a toujours dit qu'elle était intouchable, a-t-elle chuchoté. Que personne n'oserait l'affronter. Tout le monde se croit intouchable, ai-je dit, jusqu'à ce que quelqu'un cesse d'avoir peur. Nous avons quitté le bureau du procureur après la tombée de la nuit. La bruine tombait toujours comme à l'aube. Chloé marchait lentement, fatiguée, comme si tout son corps pesait lourdement après avoir lâché tant d'années de silence d'un seul coup. De retour à la maison, elle a enlevé ses chaussures dès qu'elle est entrée et s'est laissée tomber sur le canapé. J'ai préparé du thé chaud. Je le lui ai apporté sans rien dire. Elle a tenu la tasse pendant quelques secondes avant de boire. Papa, a-t-elle dit soudain, maintenant je comprends quelque chose. Que moi aussi, j'étais devenu complice. En gardant le silence. Garder le silence ne faisait pas de toi une complice, ai-je répondu. Ça faisait de toi une prisonnière. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de larmes qui ne coulaient plus. Même ainsi, a-t-elle chuchoté. Aujourd'hui, j'ai l'impression de respirer à nouveau. Cette nuit-là, elle a dormi profondément pour la première fois depuis son retour à la maison. Moi, par contre, je suis resté éveillé longtemps. L'histoire se déroulait maintenant avec une force qui ne pouvait plus être contrôlée. Les rouages de la justice avaient commencé à tourner, et tout ce qui était resté caché pendant des années commençait à faire surface. À l'aube, j'ai reçu un appel. Jean-Pierre, a dit la voix de mon contact, le mandat est pratiquement prêt. Ils iront la chercher aujourd'hui. Pour sa mère? Ai-je demandé. Oui, mais ce n'est pas tout. J'ai eu un mauvais pressentiment. Votre gendre est en train de négocier. Il sait que les preuves sont accablantes. Il veut réduire sa peine en livrant des informations. À propos de quoi? À propos d'un groupe plus large, des gens qui opèrent dans l'ombre. Il n'est qu'un maillon. J'ai regardé vers la chambre où dormait Chloé. Alors, c'est plus grand que nous ne le pensions. Beaucoup plus grand. J'ai raccroché avec le sentiment que la maison était devenue trop petite pour contenir ce qui était sur le point d'éclater. En milieu de matinée, Chloé s'est réveillée. Nous avons pris le petit déjeuner en silence. Je ne lui ai pas parlé de l'appel. Je voulais lui donner un jour de calme de plus avant la tempête, mais le calme n'a pas duré longtemps. À 11h30, le son des sirènes a de nouveau retenti dans le quartier. Chloé a sursauté. Encore? A-t-elle demandé avec peur. J'ai regardé par la fenêtre. 2 voitures de police se sont arrêtées devant la maison de Valérie, à peine 3 maisons plus loin. Plusieurs policiers sont descendus rapidement. Ils sont venus la chercher, ai-je dit. Chloé s'est approchée à mes côtés. Nous avons regardé en silence comment il la sortait menottée. Son visage ne contenait plus d'arrogance. Il contenait du désespoir. Quand ses yeux ont rencontré les nôtres, elle a crié quelque chose que nous n'avons pas pu entendre, mais que nous avons compris, elle nous maudissait, nous blâmait, s'accrochant au dernier morceau de haine qui lui restait. Chloé a fait un pas en arrière. Je n'ai jamais pensé que je verrais ça, a-t-elle chuchoté. Moi non plus, ai-je répondu. Mais les vérités qui sont cachées trop longtemps sortent toujours de la manière la plus bruyante. Les voitures de police se sont éloignées. Tout le voisinage était maintenant réveillé, regardant par les fenêtres, rassemblés en petits groupes. Le chuchotement a recommencé, mais cette fois, la peur n'était pas la nôtre. Chloé s'est lentement assise. Papa, a-t-elle dit. Et s'ils viennent me chercher maintenant?
Je me suis agenouillé devant elle et j'ai pris son visage dans mes mains. Maintenant, tu ne t'enfuis plus seul, lui ai-je dit. Et maintenant, tu ne te caches plus non plus. Ça change tout. Elle a fermé les yeux un instant. J'ai parlé aujourd'hui, a-t-elle chuchoté, et je pense que personne ne peut plus m'enlever ça maintenant. Je l'ai serré dans mes bras avec une tendresse qui me faisait mal aux os, et j'ai su alors que quelque chose d'irréversible s'était produit. Ma fille n'était plus seulement une victime. Elle avait commencé à devenir un témoin. Et les témoins, quand ils brisent le silence, changent le destin de tout le monde. L'arrestation de Valérie a été le coup qui a fini de fissurer l'image de famille respectable qu'ils avaient entretenue pendant des années. Le voisinage s'est réveillé, parlant à voix basse, comme si tout le monde craignait que la vérité, une fois dite à haute voix, ne devienne contagieuse. De la fenêtre de ma maison, je voyais les voisins se rassembler en petits groupes, faisant semblant de parler de tout sauf de ce que tout le monde regardait, la chute spectaculaire de ceux qui, jusqu'à récemment, se croyaient intouchables. Chloé a passé la matinée assise sur le canapé avec une couverture sur les jambes, fixant un poing sur le mur. Elle ne pleurait pas. Elle ne parlait pas. C'était l'épuisement de quelqu'un qui a pleuré pendant des années et qui n'a plus de larmes. Je me suis déplacé dans la maison en silence, préparant de la nourriture que nous avons à peine goûtée, vérifiant le téléphone toutes les quelques minutes, attendant le prochain appel que je savais devoir arriver. Et il est arrivé. Jean-Pierre, a dit la voix à l'autre bout, votre gendre est en train de parler. J'ai senti un frisson. Qu'est-ce qu'il dit? Assez pour se sauver et en enterrer d'autres. Je me suis assis lentement. Qui veut-il enterrer? Sa propre mère d'abord, et ensuite ceux qui opéraient avec lui. J'ai raccroché avec un nouveau poids dans la poitrine. La trahison coulait maintenant dans des veines qui s'étaient autrefois appelées famille. Des heures plus tard, les nouvelles ont commencé à circuler. La détention de Valérie n'était plus seulement pour recel de violence. C'était pour association de malfaiteurs, pour des mouvements d'argent qu'elle ne pouvait pas justifier, pour avoir fait pression sur des témoins dans d'autres affaires qui commençaient maintenant à faire surface. Chaque nouvelle information était une autre pierre tombant sur une structure qui était déjà sur le point de s'effondrer. Chloé m'a regardé avec des yeux pleins d'un mélange impossible à expliquer. Je n'ai jamais rien su de tout ça, a-t-elle dit. Je savais seulement qu'ils me frappaient. Parce que c'était le seul pouvoir qu'ils avaient sur toi, ai-je répondu. Celui de te faire sentir sans valeur pendant qu'ils cachaient des horreurs bien plus grandes. Dans l'après-midi, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était un ancien associé de Stéphane. Il demandait à me parler. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un petit bistrot loin du quartier. Chloé a insisté pour m'accompagner. Je ne veux pas que tu y ailles seule, a-t-elle dit. J'ai accepté. Je ne prenais plus de décision sans penser à elle. L'homme est arrivé à l'heure. Son visage était marqué par l'épuisement, et son regard allait de côté en côté avec une paranoïa évidente. Il a commandé un café. Il n'a pas touché la tasse. Je ne savais pas que les choses iraient si loin, a-t-il dit sans préambule. Il a toujours été violent, mais l'argent, c'était des affaires. Quel genre d'affaires? Ai-je demandé. Recouvrements illégaux, menaces, services pour des gens ayant des problèmes. Rien de propre, a-t-il répondu. Sa mère gérait les comptes. Lui, il ne faisait qu'exécuter. Chloé a serré ma main sous la table. Et pourquoi venez-vous parler maintenant? Lui ai-je demandé. L'homme a dégluti. Parce que quand ils ont arrêté sa mère, j'ai su que le château s'effondrait. Et quand il a commencé à parler pour se sauver, j'ai su que je serais le suivant. Et que voulez-vous de moi? Ai-je dit froidement. Protection, a-t-il répondu. Pour témoigner, pour livrer ce que je sais. Je l'ai regardé longuement. Cela ne dépend plus de moi, ai-je répondu. C'est à la justice de décider. Il nous a tendu une clé USB. À l'intérieur, a-t-il dit, il y a des registres, des noms, des paiements, des audios. Je l'ai mise dans la poche de ma veste avec une sensation de fer brûlant contre ma peau. Sur le chemin du retour, Chloé n'a pas parlé. Moi non plus. Nous savions tous les deux que ce que nous transportions était une autre bombe à retardement. La même nuit, le bureau du procureur a confirmé officiellement que Stéphane avait été formellement mis en examen non seulement pour violence aggravée,
mais aussi pour des délices économiques à grande échelle. La nouvelle a inondé la télévision. Son visage, celui qui avait inspiré tant de peur derrière des portes closes, apparaissait maintenant pixelisé sur les écrans, réduit à un nom accompagné d'accusations. Il n'est plus puissant, a murmuré Chloé, n'y croyant pas tout à fait. Il ne l'a jamais vraiment été, ai-je répondu. Il le semblait seulement parce que tu étais seul. Peu après, nous avons reçu la confirmation qu'il avait dénoncé sa mère pour négocier une éventuelle réduction de peine. En entendant cela, j'ai ressenti une étrange tristesse, pas pour elle, mais pour la misère de ce lien construit sur l'abus. Une mère qui célébrait les coups, un fils qui la vendait sans hésitation. Cette nuit-là, Chloé a fait des cauchemars. Elle s'est réveillée en hurlant. Je me suis précipité dans sa chambre. Elle était trempée de sueur. J'ai rêvé qu'il sortait, a-t-elle balbutié. Qu'il me retrouvait. Je l'ai serré dans mes bras jusqu'à ce que sa respiration redevienne normale. Il ne peut plus te toucher, ai-je répété. Même s'il sort, il n'a plus de pouvoir sur toi. Elle a hoché la tête, mais son corps tremblait encore. À l'aube, un autre coup est arrivé. L'avocat de Stéphane a demandé une audience urgente pour revoir les accords. Le bureau du procureur l'a rejeté. Les preuves étaient déjà trop nombreuses. Le changement de masque avait laissé le vrai visage à découvert. Il est désespéré, m'a dit mon contact. Et les gens désespérés font des erreurs. Des erreurs comme quoi? Ai-je demandé. Comme essayer de faire taire des témoins. Un frisson m'a parcouru le dos. Faites attention, a ajouté la voix. Prenez soin de votre fille. J'ai raccroché sans répondre. J'ai renforcé les serrures. J'ai changé les numéros de téléphone. Nous avons prévenu 2 voisins de confiance. Chloé observait tout avec un visage qui n'était plus celui de la femme soumise, mais de quelqu'un qui commence à comprendre que sa sécurité dépend maintenant d'être alerte, pas de se cacher. Dans l'après-midi, une autre nouvelle a secoué le scénario. Un autre homme avait signalé que Valérie l'avait menacé des années auparavant pour qu'il retire une plainte pour extorsion. Ce n'était plus un incident isolé. C'était un schéma. Je ne suis pas la seule, a murmuré Chloé en voyant le reportage. Tu ne l'as jamais été, ai-je répondu. Tu étais juste la plus proche. Ce soir-là, nous nous sommes assis dans la cuisine à nouveau, comme dans les premiers jours après la gifle. Mais cette fois, il n'y avait pas la même panique. Il y avait une étrange immobilité tendue, comme celle d'un animal qui sait que le chasseur est blessé, mais peut encore mordre. Papa, a-t-elle dit, j'ai peur qu'il tente quelque chose. Moi aussi, ai-je admis, mais cette fois, s'il tente quelque chose, ce sera sa dernière erreur. Chloé m'a regardé avec un mélange de respect et de peur. Je n'étais plus seulement son refuge. J'étais devenu, sans m'en rendre compte, son dernier mur. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, je me suis assis dans le salon en attendant. Je savais que lorsque le masque tombe, le vrai visage ne se résigne pas toujours. Parfois, avant de disparaître, il essaie d'entraîner quelqu'un avec lui, et j'étais déterminé à l'en empêcher. Les sirènes ont de nouveau déchiré la nuit peu avant minuit. J'étais assis dans le salon, la lumière éteinte, quand le son rouge et bleu a filtré à travers les rideaux comme une prémonition inévitable. Chloé s'est réveillée en sursaut et est sortie de sa chambre, le visage pâle. Elle n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Nous savions tous les deux pour qui ils étaient venus. Dehors, les pas fermes des policiers ont résonné sur le trottoir mouillé. Mon cœur battait fort, mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était la certitude que leur temps était écoulé. La porte de la maison de Valérie s'est ouverte brusquement sous la pression des policiers. Elle est apparue enveloppée dans une robe de chambre sombre, décoiffée, les yeux injectés de fureur et d'incrédulité. Elle a crié mon nom comme si elle pouvait encore m'invoquer pour arrêter l'inévitable. De la fenêtre, j'ai vu comment elle essayait de s'accrocher au cadre, comment elle agitait les jambes dans un dernier acte d'arrogance. Personne ne l'a écoutée. Personne ne l'a réconfortée. Les autorités l'ont entourée d'un silence implacable, puis les menottes ont fait leur travail. La porte de la voiture de police s'est fermée, et la nuit a de nouveau respiré avec lassitude. Chloé s'est agrippée fermement à mon bras quand elle l'a vu monter dans la voiture de police. Ses doigts tremblaient, non de compassion, mais d'un mélange confus de soulagement et de terreur. Pendant des années, elle avait enduré ce regard sur sa vie. Maintenant,
elle le voyait disparaître dans l'obscurité. J'ai ressenti un choc sec dans la poitrine, une tristesse qui n'était pas pour elle en tant que personne, mais pour ce qu'elle avait choisi d'être. Personne ne naît en célébrant les coups. On l'apprend, et parfois on ne le désapprend jamais. Le son du moteur s'éloignant a scellé une étape qui ne permettait aucun retour. Pour elle, pour tout le monde. Nous n'avons pas parlé pendant plusieurs minutes. Chloé respirait vite, comme si elle s'attendait encore à ce que quelqu'un entre pour la chercher. J'ai gardé ma main sur son dos jusqu'à ce que le tremblement cesse. Dans le silence de la maison, j'ai compris que l'arrestation n'était pas une fin, mais un seuil. Stéphane, le véritable propriétaire de la peur, l'homme qui avait transformé chaque jour de la vie de ma fille en une épreuve de survie, manquait encore à l'appel, et je savais qu'en apprenant la détention de sa mère, il perdrait la dernière tenue qu'il avait. Les animaux blessés sont les plus dangereux quand ils se retrouvent sans refuge. L'appel du procureur est arrivé 1 heure plus tard. Sa voix semblait tendue. Il a expliqué que Stéphane avait demandé à parler immédiatement avec son avocat après avoir appris l'arrestation. Il était agité, incohérent, furieux. Il avait également demandé à voir ma fille, une demande qui a été catégoriquement rejetée. En raccrochant, j'ai su que ce n'était pas fini. Les rats, quand ils sentent l'eau monter, cherchent quelqu'un à mordre, et j'étais prêt à me mettre en travers pour qu'ils ne le fassent plus. Je savais que cette nuit marquerait aussi un avant et un après dans ma propre vie. L'horloge avançait cruellement lentement. Passé 2 heures du matin, un coup sec a retenti à la porte de ma maison. Ce n'était pas une sonnette. C'était un coup de poing désespéré. Chloé a sursauté, la panique illuminant son visage. J'ai avancé lentement vers l'entrée, prenant une profonde inspiration. Un autre coup plus fort. De l'autre côté, j'ai entendu sa voix brisée par la rage et l'alcool. Le nom de ma fille est sorti de sa bouche comme une menace. J'ai appelé la police sans hésiter. Il n'y avait plus de place pour les explications. Les minutes suivantes ont été un tourbillon de sirènes, de cris, de pas et d'ordres secs. L'air était lourd, coupant. Quand les policiers sont arrivés, ils frappaient encore la porte avec une fureur aveugle. Il a essayé de fuir en voyant les voitures de police, mais il a glissé sur le trottoir mouillé et est tombé à genoux. Je n'oublierai jamais ce moment. L'homme qui, pendant des années, avait été un géant dans notre cauchemar, réduit à un corps tremblant sous les lumières de secours. Il criait que tout était de notre faute, que sa mère était innocente, que ma fille mentait. Personne ne l'a écouté. Ces mots n'avaient plus de pouvoir sur personne. Ils l'ont menotté là, devant toutes les fenêtres éclairées du voisinage réveillé. La peur avait définitivement changé de main. Chloé a observé la scène de derrière moi, les bras croisés sur sa poitrine comme si elle serrait son propre corps. Elle ne pleurait pas. Ses yeux étaient secs, durs, attentifs. J'ai senti quelque chose se réorganiser en elle alors qu'elle le regardait être emmenée par la force qu'il avait tant de fois utilisée contre elle. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la fin du sortilège. L'instant exact où le bourreau cesse de paraître invincible et devient pour la première fois un homme ordinaire. Le crissement de la grille se fermant a sonné comme un point final nécessaire. Les voisins observaient la scène. Quand la voiture de police s'est éloignée avec lui à l'intérieur, une fatigue infinie est tombée sur mes épaules. Chloé s'est lentement assise sur le bord du canapé comme si ses forces la quittaient soudainement. Je me suis approché et me suis assis à côté d'elle. Nous nous sommes regardés en silence. Aucun de nous n'a souri. Nous savions que cela n'effaçait pas les années perdues, ni les nuits de peur, ni les blessures invisibles. Mais nous savions aussi que quelque chose d'essentiel avait changé pour toujours à cet instant précis. Elle n'était plus une victime attendant d'être sauvée. Elle était une femme qui avait survécu. Et les survivants ne reviennent pas en arrière. Ce matin-là, nous n'avons pas dormi. Nous avons fait du café. Nous avons éteint les lumières inutiles. Nous avons vérifié les portes et les fenêtres comme si le danger rôdait encore sous la forme d'une ombre. Chloé s'est assise en face de moi à la table de la cuisine, le visage fatigué mais clair. Elle a pris ma main. Je l'ai sentie chaude, présente, réelle. Après tant d'années de peur, ce simple geste était une victoire silencieuse. Dehors, le voisinage retrouvait lentement son calme. À l'intérieur, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que l'avenir n'était plus une menace.
Je savais qu'il fallait encore affronter les conséquences, les jugements et les souvenirs difficiles. L'aube après la détention de Stéphane est arrivée silencieusement, comme si la nuit avait emporté le dernier cri avec elle. La lumière est entrée timidement par la fenêtre de la cuisine et a trouvé Chloé assise devant une tasse de café, déjà froide. Elle n'avait pas dormi. Moi non plus. Nous avions passé la matinée entre des silences, revoyant chaque détail encore et encore, comme quelqu'un qui a besoin de se convaincre que ce qu'il a vécu n'était pas un rêve. « Papa » a-t-elle dit soudain, la voix rauque. « Est-ce qu'il ne peut vraiment pas revenir ?» Ce n'était pas une question juridique. C'était une supplique née de l'épuisement. « Il ne peut pas revenir » ai-je répondu. « Et même s'il le pouvait, il n'aurait plus d'entrée dans ta vie. » Elle a hoché la tête lentement, comme quelqu'un qui accepte enfin une vérité qui doit être répétée plusieurs fois pour être réelle. Les nouvelles sont arrivées tôt, d'abord par message, puis par appel. Tout le voisinage parlait de la double détention, la belle-mère, le fils. Finalement, les noms étaient prononcés à voix haute. Plus personne ne chuchotait. La peur avait définitivement changé de propriétaire. Certains voisins ont osé sonner à ma porte pour la première fois depuis des années. Ils ont apporté du café, du pain, des mots de soutien maladroits. Je les ai remerciés poliment. Chloé les a reçus avec un faible sourire. Le monde recommençait lentement à la regarder comme une personne, pas comme une ombre. En milieu de matinée, le bureau du procureur a confirmé qu'ils resteraient tous les deux en détention préventive sans possibilité de libération immédiate. Les charges se multipliaient, violences aggravées, menaces, recel, association de malfaiteurs, blanchiment d'argent. La liste était sans fin. Chaque nouveau délit était une autre brique tombant sur la structure qu'ils avaient construite à coups de poing et de peur. En entendant tout cela, je n'ai pas ressenti de joie. J'ai ressenti quelque chose de plus proche d'un profond épuisement, comme si le poids du passé commençait enfin à se soulever de mes épaules, mais en laissant derrière lui la marque de son fardeau. Chloé a reçu un appel du procureur. Elle l'a mis sur haut-parleur. Il lui a expliqué que son témoignage avait été décisif, que sans sa décision de parler, rien de tout cela n'aurait été possible. Que maintenant, elle devait se préparer au processus le plus difficile, regarder en face tout ce qui s'était passé sans essayer de se le cacher à elle-même. « Vous avez déjà fait le plus dur » lui a-t-il dit. Maintenant vient le plus long. Quand elle a raccroché, Chloé a mis ses mains sur son visage. « J'ai peur de ne pas être capable » a-t-elle chuchoté, de m'effondrer quand tout cela sera terminé. Je me suis assis en face d'elle. Tu n'as pas à être forte pour tout ce qui arrive, lui ai-je dit. Tu dois juste rester en vie. Le reste, on l'apprend. Cet après-midi-là, nous avons été convoqués pour compléter nos dépositions. Cette fois, Stéphane était présent dans une pièce voisine. Nous ne l'avons pas vu, mais nous savions qu'il était là. Chloé a marché avec moi dans le couloir du procureur d'un pas ferme. Elle n'avait plus besoin de cacher sa joue. La marque de la gifle s'était estompée, mais le souvenir était toujours là, vif. En entrant dans la pièce, le procureur nous a informé que Stéphane avait accepté de collaborer, fournissant de nouveaux noms, des routes d'argent, des comptes cachés. En échange, il demandait des avantages qu'il obtiendrait difficilement, même en trahissant sa propre mère. Sa situation était trop grave. J'ai imaginé un instant le visage de cette femme entendant son fils l'enfoncer pour se sauver. J'ai pensé que peut-être, juste une seconde, elle aurait ressenti le même abandon que ma fille a ressenti pendant des années. Il est prêt à dire n'importe quoi, a conclu le procureur, mais il ne peut pas effacer ce qu'il a fait. Chloé n'a rien dit. Ses lèvres étaient serrées, mais son regard n'était plus celui de la défaite. En sortant de là, j'ai trouvé une notification judiciaire dans ma boîte aux lettres. La maison où ils avaient vécu serait saisie préventivement. Les comptes bancaires gelés, les biens enquêtés. La fortune construite sur la peur commençait à s'évaporer en silence. Le pouvoir ne tolère jamais d'être éclairé. Il se fane dès qu'il perd l'ombre qui le protégeait. Ce soir-là, Chloé a enfin osé vérifier certaines de ses affaires qui étaient restées dans cette maison. Une assistante sociale l'a accompagnée. J'ai attendu dans la voiture. De la rue, je les ai vus entrer. Le même endroit où elle avait été frappée tant de fois était maintenant entouré de fonctionnaires. Les murs étaient toujours les mêmes, mais la domination avait changé. Quand elle est revenue, elle portait une petite boîte dans ses mains. À l'intérieur,
des photographies, une poupée ancienne, quelques papiers. C'est la seule chose qui m'importe, a-t-elle dit. Le reste peut garder le vide. Les jours ont passé. La maison s'est remplie de formulaires, d'appels, d'entretiens, de paperasses. Chloé a témoigné encore et encore sans se rétracter, sans trembler, sans rien cacher. Chaque modèle était un acte de réparation. Je l'accompagnais partout, non pas comme un gardien, mais comme un témoin de sa renaissance. Un après-midi, alors que nous prenions un café dans le jardin, Chloé m'a regardé en silence pendant un long moment. « Papa, a-t-elle finalement dit, est-ce que tu savais quelque chose de ce qu'il faisait avec l'argent ?» J'ai pris une profonde inspiration. Je me doutais, ai-je admis, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était si gros. Moi non plus, a-t-elle dit. Je savais juste que chaque fois que je demandais, on me frappait. J'ai senti un pincement au cœur. Maintenant, personne ne répondra plus par des coups, les jeux assurés. Elle a hoché la tête. La nouvelle qui a complètement tout bouleversé est arrivée une semaine plus tard. L'un des hommes impliqués dans le réseau, pressé par les preuves que Stéphane avait fournies, a décidé de tout avouer, non seulement les crimes économiques, mais aussi d'autres cas de violence protégés par la même structure. Ce qui avait commencé comme une gifle lors d'un dîner familial révélait maintenant un cadre d'impunité qui opérait dans l'ombre depuis des années. Les journaux parlaient de la chute d'un réseau criminel. J'ai lu ces mots avec une incrédulité amère. Penser que tout cela avait été si proche de ma fille et que je n'avais vu que le dernier maillon de la chaîne m'a rempli d'un mélange de rage et de honte. Stéphane est apparu une dernière fois dans nos vies à travers une lettre arrivée par la poste. L'enveloppe était tremblante, mal scellée. Chloé l'a tenue pendant plusieurs secondes avant de l'ouvrir. Je ne l'ai pas pressée. À l'intérieur, quelques lignes. Je ne voulais pas que les choses aillent si loin. J'ai perdu le contrôle. J'ai fait une erreur. Pardonne-moi. Chloé a lu en silence. Puis elle a calmement plié le papier et l'a laissé sur la table. Il ne comprend rien, a-t-elle dit. Ne se trompe pas celui qui trébuche. Se trompe celui qui choisit de frapper tous les jours. Qu'est-ce que tu vas faire de cette lettre ? Ai-je demandé. Rien, a-t-elle répondu. Je ne porte plus ces mots. Et elle l'a lentement déchiré en 4 morceaux exacts, comme quelqu'un qui ferme un chapitre sans avoir besoin de le brûler. Valérie, de son côté, a crié son innocence jusqu'au dernier moment. Elle a tout nié. Elle a accusé ma fille, moi, le bureau du procureur, quiconque croisait son chemin. Son arrogance était sa pire défense. Les preuves tombaient les unes après les autres comme une pluie que personne ne pouvait arrêter. Témoins, mouvements de compte, audio, chaque pièce s'emboîtant avec une précision cruelle. Un jour, alors que nous marchions sur le trottoir, Chloé s'est arrêtée devant une vitrine. Elle a regardé son reflet. « Je ne me reconnais pas », a-t-elle dit. « Et j'aime ça. » Je l'ai prise par les épaules. « Tu te vois pour la première fois sans peur ?» ai-je répondu. Elle a souri. Des semaines plus tard, il a été confirmé qu'ils resteraient tous les deux en prison préventive jusqu'au procès final. La maison saisie. Les biens confisqués. Le nom de famille qui, pendant des années, avait imposé le silence était maintenant synonyme de scandale. L'histoire avait bouclé la boucle. Le voisinage a également changé. Certaines personnes évitaient de nous regarder, portant encore de vieux préjugés. D'autres s'approchaient avec respect. Je ne me souciais plus des regards. Je ne me souciais que de la façon dont Chloé commençait à habiter les espaces sans se recroqueviller. Un jour, je l'ai vue sortir seule pour acheter une baguette. Cela semblait un geste minime, mais pour elle, c'était une victoire. Elle est revenue avec un sac de croissants et un nouveau rire sur le visage. Le boulanger m'a demandé comment j'allais, et pour la première fois, j'ai pu répondre sans mentir. Je l'ai regardé fixement, la gorge nouée. La justice avançait lentement, comme toujours, mais elle avançait. Chaque pas était une confirmation qu'il ne pouvait plus effacer ce qui s'était passé, ni le cacher, ni le tordre. Le pouvoir leur glissait entre les doigts comme du sable mouillé. Un après-midi, j'ai reçu un appel inattendu. C'était l'avocat de la défense de Stéphane. Il voulait me parler. J'ai refusé sans hésiter. Je n'avais rien à entendre de ce monde qui était déjà derrière nous. Chloé ne voulait rien savoir non plus.
Le passé, quand on décide de le lâcher, ne se discute pas. On le laisse tomber. Le jour où nous avons été officiellement informés qu'ils perdraient tous leurs biens, Chloé a pleuré. Mais ce n'était pas un cri de vengeance. C'était un cri étrange, silencieux. « Qu'est-ce qui te fait mal ?» ai-je demandé. « Qu'il leur ait fallu tout ça pour arrêter de me frapper ?» a-t-elle chuchoté. « Pourquoi mes larmes n'ont-elles pas suffi ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Les coupables commençaient à tout perdre. Argent, nom, alliés, pouvoir. Mais il y avait quelque chose qu'aucun d'eux ne récupérerait jamais. Le contrôle sur la vie de Chloé. Et ça, pour moi, c'était la vraie chute. Un soir, tard au printemps, nous dînions ensemble dans la cuisine. La fenêtre était ouverte. Un air chaud plein de fleurs d'oranger entrait. Chloé a soudainement levé la tête et m'a regardé avec une nouvelle sérénité. « Papa, maintenant je comprends quelque chose. » « Quoi donc ? » ?»« Que j'ai survécu. Je ne suis pas seulement sortie vivante. J'ai vraiment survécu. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. C'est plus que ce que quiconque peut exiger de la vie, ai-je répondu. Elle a posé sa main sur la mienne. Merci pour cet appel. J'ai pris une profonde inspiration. Merci d'être resté en vie pour le recevoir. Cette nuit-là, quand j'étais seul dans le salon, j'ai compris avec une clarté douloureuse que les coupables tombaient un par un, mais que ma véritable victoire n'était pas de les voir tout perdre, mais d'avoir sauvé ma fille de l'enfer où ils l'avaient enfermée. Et je savais, avec la lente certitude que le temps apporte, que la fin était proche. La justice devait encore dicter la sentence, mais la vengeance, la vraie vengeance, avait déjà été silencieusement consommée. Le jour du jugement s'est levé, clair, avec un ciel qui semblait se moquer du poids que je portais dans ma poitrine. Chloé s'est habillée calmement. Elle ne tremblait pas, ne pleurait pas, ne doutait pas. Je l'ai vue devant le miroir, ajustant son manteau avec des mains fermes. Cette femme n'était pas la même que celle qui, des mois auparavant, se cachait dans ma maison, effrayée de respirer fort. Elle était différente, et moi aussi. Nous sommes arrivés au palais de justice avant l'heure. Le couloir était plein de chuchotements, d'avocats avec des dossiers volumineux, de journalistes cherchant des visages, de parents évitant de se regarder. Chloé marchait à mes côtés sans baisser la tête. Je marchais lentement, avec les pas d'un homme qui a déjà enterré trop d'illusions pour courir, mais qui sait encore tenir ce qu'il aime. En entrant dans la salle, je l'ai vu. Stéphane était assis sur le banc des accusés, le visage hagard, le dos tendu, les mains jointes comme s'il essayait encore de dominer quelque chose. À côté de lui, dans une autre rangée, sa mère, Valérie. Il n'y avait plus d'arrogance dans son regard, seulement un petit ressentiment inutile, comme une flamme sans oxygène. Chloé s'est assise avec moi au dernier rang. Elle ne les a pas regardés. Elle a regardé droit devant, vers le juge, vers l'endroit où le mot final tomberait. Le procès a été long. Chaque témoin était un autre marteau démolissant l'ancienne façade. Experts, voisins, fonctionnaires, médecins ont témoigné. On a diffusé des audios, des coups enregistrés, des insultes, des menaces. La voix de ma fille, tremblante mais ferme, racontant l'enfer sans fioriture. J'ai ressenti chaque mot comme un coup de poignard nécessaire. Quand ce fut le tour de Stéphane, il a essayé de se justifier. Il a parlé de stress, de dépression, de problèmes de couple. Personne ne l'a cru. Quand les procureurs ont montré les mouvements bancaires, les audios avec sa mère, les menaces à d'autres témoins, son discours est devenu vide de sens. Le mensonge, une fois exposé, devient maladroit et ridicule. Valérie a témoigné ensuite. Elle a tout nié. Elle s'est contredite. Elle a crié. Elle a pleuré. Elle a accusé ma fille de le provoquer. Le juge l'a interrompue plusieurs fois. Elle n'avait plus de pouvoir dans cette salle. Elle ne pouvait plus rien décider. Quand la dernière présentation s'est terminée, le juge a demandé le silence. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. Ce tribunal, a-t-il dit d'une voix grave, déclare les accusés coupables de toutes les charges. L'air s'est coupé. Il a annoncé les peines. Des années de prison, la perte définitive des biens, des interdictions. Les mots tombaient les uns après les autres comme des pierres lourdes. J'ai regardé Chloé du coin de l'œil. Elle ne pleurait pas.
Elle respirait profondément, comme quelqu'un qui remonte enfin à la surface après un long moment sous l'eau. Quand les policiers se sont approchés pour emmener les condamnés, Stéphane a tourné la tête. Pour la première fois de tout le processus, il nous a regardés directement. Ses yeux ont cherché ma fille. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas détourné le regard. Ni répondu. Elle l'a juste regardé avec un calme qu'elle n'avait jamais eu devant lui. Cet instant était plus une punition que n'importe quel barreau. Valérie a commencé à crier son nom. Il n'a pas répondu. Tous deux ont été sortis de la salle sans gloire, sans pouvoir, sans les applaudissements qu'ils pensaient autrefois mériter. En sortant du palais de justice, la presse s'est précipitée. J'ai couvert ma fille de mon bras. Nous n'allons pas parler, ai-je dit. Nous avons marché jusqu'à la voiture sans nous retourner. À l'intérieur, le silence était épais. Chloé a appuyé son front contre la vitre de la voiture. Dehors, la ville continuait son rythme indifférent. « C'est fini » a-t-elle demandé à voix basse. Sur le papier, oui, ai-je répondu. Dans l'âme, ça prendra un peu plus de temps. Elle a hoché la tête lentement. Nous sommes rentrés à la maison au coucher du soleil. Le soleil entrait chaudement par la cuisine. Chloé a laissé son sac sur la chaise et s'est tenue au centre de la salle à manger, regardant autour d'elle comme si elle la voyait pour la première fois. « Je suis arrivée ici brisée » a-t-elle dit. « Et ici, je suis debout. » Je l'ai serrée dans mes bras. J'ai senti son corps ferme contre le mien. Elle ne tremblait plus. Ce soir-là, nous avons dîné en silence, un silence différent, pas de peur, mais de bonne fatigue, de fin de bataille. Dehors, les grillons ont commencé à chanter. Le monde continuait de tourner. Dans les semaines qui ont suivi, Chloé a commencé à se reconstruire par de petits gestes, sortir seule, aller chez le médecin, rire à nouveau avec une amie, acheter des vêtements sans craindre d'être contrôlée. Chacun de ces actes était une victoire invisible pour ceux qui n'ont jamais vécu en cage. Je la regardais de la distance qu'un père prend quand il comprend que sa fille n'a plus besoin d'être défendue, mais accompagnée. Un jour, elle m'a dit qu'elle voulait déménager à Lyon. Pas pour fuir, pour vraiment bouger, pour commencer dans un autre quartier, d'une manière différente. Je ne veux pas que cet endroit soit juste un refuge, a-t-elle expliqué. Je veux qu'il soit un souvenir. Je l'ai aidé à chercher son nouvel appartement à Lyon. Nous avons peint les murs. Nous avons emballé des photos. Chaque carton était un passé ordonné. Quand elle est finalement partie, je l'ai serrée longuement dans mes bras à la porte. « Papa » a-t-elle dit, « si tu n'avais pas passé cet appel, ne dis pas ça, les jeux interrompus. C'est toi qui l'as fait. J'ai juste composé le numéro. » Elle m'a souri avec une nouvelle tendresse. « Alors, nous avons passé l'appel ensemble » a-t-elle répondu et s'est dirigée vers sa nouvelle vie. La maison est redevenue silencieuse, mais ce n'était pas le silence d'avant. C'était un silence plein de sens, de tout ce qui a été perdu, de tout ce qui a été sauvé. Parfois, la nuit, je me souviens encore de ce dîner, de la gifle, de l'applaudissement, du début de la chute. Ça fait mal, oui, mais ça ne me paralyse plus. J'ai compris que la vengeance que je pensais chercher n'était jamais la punition ou la prison. C'était le sauvetage. C'était d'enlever la peur à ma fille avec la vérité comme seule arme. Aujourd'hui, quand je lui parle au téléphone et que j'entends son rire en arrière-plan, je sais que la justice ne répare pas toujours tout, mais parfois, elle suffit à restaurer la dignité. Moi, Jean-Pierre, je n'ai pas gagné de guerre. J'ai perdu des années. J'ai perdu des illusions. J'ai perdu une famille qui n'a jamais été réelle. Mais j'ai sauvé ma fille, et c'est tout ce dont un père a besoin pour continuer à respirer paisiblement. L'enfer est derrière nous, et pour la première fois depuis longtemps, Chloé vit. Un an s'est écoulé depuis cette nuit où la vérité a brisé le silence de notre table. Aujourd'hui, j'écris ces lignes, assis dans la même salle à manger, mais plus avec le cœur lourd. La maison est toujours la même. Les murs n'ont pas bougé, mais tout à l'intérieur a changé pour toujours. Chloé vit dans son propre appartement à Lyon. Elle travaille. Elle rit. Elle sort avec des amis. Parfois, elle vient me rendre visite le dimanche et nous prenons un café ensemble, parlant de choses simples, du temps, d'une nouvelle plante, d'un film qu'elle a vu pendant la semaine. Et chacune de ces conversations quotidiennes est un miracle silencieux que je ne savais pas apprécier auparavant.
Il y a encore des nuits où je me réveille avec l'écho de cette gifle résonnant dans ma mémoire. Je me demande encore à quel moment exact j'ai cessé de voir clairement ce qui se passait sous mes yeux, mais je ne me punis plus pour cela. J'ai appris que le passé ne peut pas être changé, mais qu'on peut l'empêcher de se répéter. Chloé ne parle presque plus d'eux, non par peur, mais par désintérêt. Quand un monstre cesse de vous faire peur, il cesse simplement d'exister dans votre monde. Et c'est peut-être la sentence la plus dure. Je suis toujours là, à 68 ans, plus fatigué qu'avant, mais infiniment plus en paix. J'ai compris qu'être père ne s'arrête pas quand les enfants grandissent. Être père, c'est être prêt à détruire tout l'enfer si nécessaire juste pour qu'ils puissent respirer à nouveau. Aujourd'hui, je regarde le ciel avec des yeux différents. Je ne demande rien. Je remercie, parce que ma fille est vivante, parce qu'elle est libre. Parce qu'elle sourit à nouveau. Je suis Jean-Pierre, et ceci était mon histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à écouter des histoires réelles qui touchent l'âme et éveillent les consciences. Aimez cette vidéo si cette histoire vous a ému. Laissez-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'histoire, ce que vous auriez fait à ma place, et de quelle ville vous nous regardez. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Votre soutien permet à ces histoires de continuer à exister.